De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nusere Kalala Omotunde et on se plongeait justement dans ces explications autour de ce blackface qui s'est produit à la Sorbonne et que son directeur a tenté de justifier. Totalement. Alors la problématique de fond, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au départ, il dit qu'il y avait l'intention d'utiliser des masques en organisant l'embuscade autour du fait qu'à l'époque, dans la Grèce antique, on utilisait des masques. Comme si ce sont les Grecs qui ont inventé le théâtre. Tout le monde sait que c'est faux. Le théâtre a été inventé en Afrique, notamment pour magnifier les 4 éléments. Parce que le but du théâtre, c'était de révéler ce qu'on ne voit pas. D'accord? Et comment les interactions des 4 éléments, on voit, il pleut aujourd'hui, le vent, la terre, les tremblements de terre. La pièce des théâtres, c'était une éducation du fonctionnement de la planète. D'accord? C'était ça. Après, on a commencé... Quand c'est parti en Europe, on a commencé à faire des pièces avec des femmes divorcées qui veulent se remarier. Ça, c'était pas dans les projets africains, ça, il faut le savoir. D'accord? Bon. Parce que l'éthique du théâtre en Afrique, c'est Bou en Nature, la manifestation de ce qu'il y a de divin. Ça s'appelait comme ça, Bou en Nature, c'est-à-dire la manifestation de ce qu'il y a de divin dans la création et dans l'homme. Donc vous voyez qu'on est très loin de cette affaire de masque. Toujours est-il que là où je suis, je dirais, fâché, c'est parce qu'on a monté une entourloupe au-delà des affaires de masse pour masquer le fait que cette période-là, c'est un problème entre noirs, d'accord? Et l'histoire retient une chose, c'est parce qu'il y a eu un conflit, une invasion problématique au niveau du delta en Afrique, qu'il y a eu cette fuite. Et que Échille raconte une histoire un peu romantique d'un fait historique. Mais regardez ce que poursuit, parce que c'est important que je cite 2 doyens d'université. Donc j'avais déjà la faculté de Dijon. Il dit, les prêtres de Delphes, d'accord, avaient trouvé aux anciens naturels du pays, aux habitants du Péloponnèse, un teint plus sombre, des cheveux plus noirs qu'aux hommes de leur propre nation. Donc, c'est-à-dire, il fait la comparaison entre les autochtones, donc les pélages, qui étaient noirs, et les envahisseurs, qui sont les Européens, les Indo-Européens. D'accord? Bon. Maintenant, prenons Victor Bérard. Victor Bérard, qui est membre de l'école française d'Athènes. D'accord? Il dit de l'origine des cultes arcadiens. D'accord? Sur les monts chevelus, la terre noire enfanta Pélagos, afin qu'il y eût une race humaine. Donc, vous voyez qu'il cite encore des auteurs anciens qui stipulent que si la civilisation est apparue en Europe, c'est le fait de la présence des Noirs qui avaient conçu les cités et bâti les organisations sociales et politiques. D'accord? Mais regardez encore notre dossier. Il faut voir que Carrière et Maçonnie, dans une étude intitulée La bibliothèque d'Apollodore, disent que Pélagole était né du sol même, toujours pour insister sur sa couleur de peau noire. Mais ce qu'il y a de fort, c'est que Louis Boreux poursuit en disant que la Danaos en question, Danaos, qui était cet homme africain qui avait eu les 50 filles, les Danaïdes, Échille a toujours dit que les Danaïdes étaient noirs. Quand ils ont fui, donc, au niveau de l'Europe, qu'est-ce qu'il soulève? Il soulève que la femme de Danaos s'appelait Éthiopis. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, c'est ce teint noir qui a fait que les Éthiopiens ont été qualifiés de visage brûlé. D'accord? Donc, ce qui veut dire que Danaos est le fils d'Épaphos. Mais dans la pièce d'Échille, parce que moi j'étais parti, je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Au départ, il y a une jeune femme qui s'appelle Io, qui se retrouve en Afrique du fait de commerçants phéniciens. Son père, donc elle a fui son père. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'elle ait eu une relation sexuelle avec un capitaine de vaisseau phénicien, et ne pouvant pas dire ça à son père parce qu'elle était considérée comme une déesse, elle a fui en Égypte où elle a donné naissance à Memphis, à un fils qui s'appelait Épaphos. Moi, je suis parti au départ en disant que comme c'est des gens en Europe, donc ce sont des Européens, mais les Phéniciens, comme ils sont d'ascendance cananéenne, donc elle a eu un fils métis. Non, parce que Échille dit dans les Suppliants, et le fils que tu mettras au monde en Afrique sera le noir Épaphos. Ça veut dire qu'au départ, Épaphos même est noir. Donc si Épaphos est noir, ça veut dire que Io est noir et Inachos, qui est le papa de Io au niveau de l'Europe, est noir aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, écoutez bien parce que c'est puissant, cet Épaphos
à Danaos et Égyptos. Égyptos se retrouve en Égypte. Bon, ça, c'est pas un scoop, c'est des Noirs. Danaos, lui, va se retrouver au niveau de la Libye. D'accord? Mais il va fuir en raison d'une rivalité. Il se retrouve en Europe. Donc on voit bien que là, on est dans une discussion entre Noirs, puisque de toute façon, la chose est réglée. Mais il va avoir un fils, Agénor, qui va se retrouver en Phénicie, administrateur de Phénicie. Mais Agénor, vous savez, c'est qui les enfants d'Agénor? Agénor, qui est le fils d'Épaphos noir, a eu comme fille Europe. Parce que la fameuse Europe qui a donné au continent européen son nom. Parce que la lignée d'Europe est africaine. Mais vous savez qui est le frère d'Europe? C'est Cadmos. Cadmos, c'est lui qui a enseigné l'écriture aux Européens. Parce que les Européens ne savaient ni lire ni écrire. Et qu'est-ce que ce Cadmos a fait? À l'époque, Cadmos était parti pour léguer l'écriture qu'il avait héritée d'Égypte. Et regardez une chose, je vais vous dire le débat que j'ai eu à la Sorbonne sur la question. Parce que là, on rentre dans du sérieux. Vous imaginez que lorsqu'il part donc pour transmettre le savoir de l'écriture en Europe, les Grecs même reconnaissent que ce n'est pas aux Européens qui venaient d'arriver qu'il est venu enseigner ça. Il était venu enseigner ça au Pélage. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Ça veut dire que Cadmos a donné aux Grecs une écriture, ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Et c'est pour ça que vous prenez n'importe quelle science et vie, vous allez voir que sur l'Europe, il n'y a pas d'écriture. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture antique, parce que l'Europe n'est pas un continent d'écriture, comme le reconnaît la Bibliothèque nationale de France. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Pélagos avaient essaimé en Italie. Et les Noirs qui vivaient en Italie avaient déjà monté l'Empire, avec toute la technologie dont on fait croire que ça appartient aux Romains. Dans mon livre, j'ai mis toute une série d'exemples. Vous imaginez les temples que vous avez en Italie n'ont pas été inventés par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Italie. Parce que la ville de Rome existait déjà, tout ça existait déjà, avec les palais, avec tout ça. Et ce sont les Étrusques qui mangeaient couchés. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce peuple-là qui a inventé le latin, parce qu'ici, vous avez des gens, quand ils parlaient latin, ils ont l'impression qu'ils ont quitté le monde nègre pour évoluer vers le monde blanc, alors que des gens qui sont au Congo et qui parlent Kikongo, Chiluba, quand ils apprennent aux jeunes dans les facultés européennes à parler le latin, qu'est-ce qu'ils découvrent? En fait, ils parlent Kikongo. Et c'est pour ça que les linguistes même européens, qui se sont penchés sur la question, ils ont reconnu, et c'est la génétique qui est venue trancher cette affaire, en montrant que, mais en fait, ils ne font pas partie de l'ADN des Indo-Européens, c'est un ADN de gens qui étaient déjà là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, prenez encore un autre dossier qui est intéressant. Tout le monde sait qu'en Grèce, c'est alpha, bêta, gamma. Et en Italie, c'est ABC. C'est-à-dire que d'un côté, c'est G, la troisième lettre, de l'autre, c'est C. Parce que les Noirs en Italie avaient remplacé le G par le C. Donc vous voyez que la dépendance que l'Europe a aujourd'hui de tout cela, c'est que... C'est pour cette raison, je vous dis, moi j'ai fait une tournée de conférences dans beaucoup de facultés en Europe pour expliquer une chose. La culture européenne, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Et je vais vous dire pourquoi ça n'existe pas. À un moment, il faut être sérieux. Les Européens étaient des nomades. Ils le reconnaissent eux-mêmes. D'accord? Ils sont partis du lac Baïkal au niveau de la Mongolie. D'accord? Et ils ont commencé à descendre et à fuir quoi? La glaciation. Parce qu'à cause des températures qui avaient considérablement chuté, c'était plus possible de rester. Ceux qui avaient profité d'une accalmie sont passés par le détroit de Bering et ça a donné les Amérindiens. Mais vous constatez que comme ils ont fait les plaines asiatiques, leurs traits sont beaucoup plus tirés. Mais on a retrouvé en tout cas la jonction entre l'Européen et l'Amérindien au niveau donc de la région de la Russie. D'accord? Bon. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans toute cette affaire? Ce qui est intéressant dans ça, c'est de voir que au niveau de l'Europe, il faut bien... Quand un nomade décide de se sédentariser, ben, il se sédentarise toujours là où il y a déjà des peuples sédentaires. Parce que le néant. Ah, mais bien sûr. Comment tu peux passer devant un arbre, mais tu ne sais pas que c'est un manguier qui va porter des mangues que tu vas pouvoir manger.
Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui te dit non, ça c'est un manguier, mais ce n'est pas la saison des mangues. Tu verras dans 3 mois, repasse, il y aura des mangues. Il faut comprendre ça. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, ils se sont fixés partout en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Suède, même là-haut. Je peux vous montrer les images de ce qu'on appelle les Inuits, les Esquimaux. C'était des nègres. Est-ce que vous comprenez? Mais les Européens le savent, puisque même quand ils sont arrivés, ils ont vu les Noirs. Il y a des documents sur ça. Voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, avec le temps, ils ont tout simplement pris cette culture du peuple sédentaire autochtone qui est devenue leur culture parce qu'ils n'en avaient pas. Ils l'ont assimilé. Après, ils sont venus raconter des histoires, dormir debout, qu'ils ont fait les menhirs, ils ont fait Stonehenge. Depuis le début, j'ai dit une chose. C'est impossible qu'un Européen ait fait Stonehenge. Pourquoi? Parce que c'est des trucs qui remontent à 4000, 5000 ans et ils sont arrivés en 2000. Comment tu fais pour construire ce qui était là 2000 ans avant que tu arrives? Vous comprenez l'affaire? Maintenant, il faut sortir les dossiers de la science. Est-ce qu'on peut regarder les documents suivants? Le quatrième document. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddarman. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique, dans ce reportage avec Anto Filippi et Blanche Vatton. Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'un siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une vingtaine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Donc Cheddarman était un immigrant. Ça me fait doucement rigoler. Alors, en fait, la problématique de fond, c'est que depuis 2000, il y a eu beaucoup d'études ADN qui ont concerné les Européens. Parce que je dirais que les Européens ont un problème, c'est de comprendre et de savoir d'où ils viennent et quel est le fondement de leur langue et compagnie. C'est-à-dire qu'il faut organiser une embuscade. Puisque tout le monde sait très bien que les linguistes ont montré que quand un nomade va se sédentariser, il prend beaucoup d'éléments de culture et linguistique du peuple sédentaire qui était là, ce qui n'est pas un scoop. Bon. Mais j'aimerais qu'on puisse montrer le document suivant où on va commencer à parler des tests ADN, parce que là, c'est puissant. On y va. La recherche l'a reconnu, l'Afrique est le continent mère de tous les hommes. Mais revenons sur la dernière étude faite sur la population, les origines de la population européenne. Le magazine Le Temps a consacré un article sur cette étude, dont le titre ici est « Les origines multiples des Européens ». La population européenne serait issue de 3 lignées ancestrales principales, d'après une nouvelle étude basée sur des analyses génétiques d'ossements anciens.
Premier épisode de l'histoire de la population de l'Europe, il se joue il y a 45 000 à 40 000 ans, quand les premiers humains modernes, ou Homo sapiens, y débarquent en provenance d'Afrique. Deuxième grand acte de l'évolution humaine en Europe, l'arrivée, il y a 8 000 ans, des premiers agriculteurs, donc originaires du croissant fertile. Et chose particulière, c'est que ces Africains de la région donc, du croissant fertile vont apporter avec eux des nouvelles techniques, dont notamment la culture, donc l'agriculture et l'élevage. Chose particulière, c'est que l'article termine en disant « Selon la théorie dominante, les Européens actuels seraient le résultat de cette rencontre, aucun autre mouvement majeur de population n'étant intervenu par la suite sur le continent. » C'est étrange, puisqu'on a parlé de 3 lignées ancestrales. Et là, on a eu la présentation que de 2 lignées. Il en manque une. Qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Il faut savoir que les Européens, disent l'étude, sont nés à l'âge de bronze. Et qu'est-ce que nous pouvons rajouter? Effectivement, l'agence Science Presse revient sur l'étude en montrant que les vagues de migration sont celles-ci. La première vague, il y a 45 000 ans. La deuxième, il y a 8 000 ans. Et la dernière, il y a 4 500 ans. Sauf que quand on regarde la problématique de l'âge du bronze, puisque vous avez ici l'article publié dans la revue Nature qui parle de l'âge du bronze, l'âge de bronze, c'est très étrange. Parce que quand on regarde la frise chronologique, effectivement, l'âge de bronze commence à moins 2000 ans de l'ère ancienne africaine et non pas à 4000. Et que dit l'étude? C'est important de le souligner. Les auteurs ont également recherché les variants génétiques assujettis à la sélection naturelle. Ainsi, le variant dont on a ici le numéro, associé à la couleur de peau, montre que l'allèle dérivé correspond à la peau claire, qui s'est généralisée pendant le néolithique. Donc c'est la bande bleue que vous avez ici. Les individus avaient tous la peau foncée au mésolithique, la bande rouge que nous avons ici, alors qu'ils avaient tous la peau claire à l'âge du bronze. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Tous les habitants de l'Europe étaient effectivement les Africains, donc des populations africaines avant la dernière migration donc de l'âge du bronze, qui est beaucoup plus récente que celle que nous avons aujourd'hui. Et l'étude a démontré que tous les Européens actuels descendent en fait de cette dernière migration à l'âge de bronze. Et on va partir du côté du téléphone pour prendre un appel d'auditeur, puisqu'il nous attend depuis un petit moment déjà. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Coupez la télévision, s'il vous plaît. Coupez la télévision. Voilà, super. On vous écoute, monsieur. Allô? Allô, oui. On vous écoute. Oui, alors, je vous remercie de... Coupez la télévision. Parce que j'ai une question à poser à M. Omotoundé. Attendez 2 petites secondes, on fait un débrief avec l'auditeur, puisque vous avez beaucoup tendance à vouloir vous écouter dans la télévision, mais nous, ça nous fait un larcène en retour, donc s'il vous plaît... Vous m'entendez? Là, on vous entend, allez-y. D'accord. Est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, totalement. D'accord. Alors, en fait, ça fait déjà quelque temps que je vous ai découvert et que je vous écoute même sur YouTube. Et il y a quelque chose qui m'inquiète et qui m'observe. En fait, du moins, parce que maintenant, on découvre que l'Afrique était un pays formidable. Un continent formidable. Et toujours formidable, d'ailleurs. C'est nous, le peuple noir, qui souffrons le plus, alors que c'est nous qui devons participer à manger à tout le monde. Certains pays commencent à dire qu'ils sont 4e, 5e puissance mondiale, alors qu'ils n'ont pas un gramme de matière première, et qu'ils sont en train de piller le pays qu'on appelle l'Afrique. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien que les Africains commencent à rentrer chez eux, notamment ceux qui font des études à l'étranger, qui ont la dose, qui ont l'intelligence pour pouvoir rentrer chez eux? Et la première chose, le monde qu'ils préfèrent, c'est de balancer le franc CFA à la mer et de pouvoir prendre leur vie en main. Et à ce moment-là, est-ce que ce ne serait pas aussi possible que le fameux, le fait que l'Afrique a été divisée, il semble que c'est par Bismarck, en 1680, je crois, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ce pays-là devienne une nation africaine avec ses puissances, avec sa matière première, et un pays qui devait avoir une armée puissante, qui devait avoir sa bombe atomique, qui devait avoir
bombes nucléaires, etc. Est-ce que vous pensez que l'Afrique actuellement ne peut pas s'affirmer comme une puissance que tout le monde doit respecter et que maintenant les gens à peau noire devaient se faire traîner et respecter? Voilà ma question, monsieur le président. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je remercie monsieur pour sa question, mais je rappellerai à monsieur une chose, il faut commencer par se respecter soi-même pour être respecté. Lorsque vous priez un Dieu blanc, lorsque vous pensez que le fait d'être allé dans une université occidentale, obtenir un diplôme qui n'a rien à voir avec les fondements de votre culture, les fondements de vos savoirs scientifiques, et que vous êtes devenu quelqu'un avec un diplôme, à aucun moment on ne vous a parlé de l'héritage scientifique de l'Afrique, alors que tout ce qu'il y a dans cette discipline-là vient du continent africain. Combien de fois je l'ai démontré? Vous voyez? Donc il y a un problème déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se respecter pour être respecté. Il faut comprendre ça. Parce que vous n'avez pas de grands prêtres noirs, parlons du dieu Baba Foulé Mfumbe, qui font la messe en Europe avec des blancs en train de prier le dieu Baba Foulé Mfumbe des noirs. Exact. D'accord. Tout le monde sait que ce dieu qui est ressuscité d'entre les morts, c'est Osiris, qui était noir au départ, que les Européens ont blanchi, avec son épouse Maria Asseta, qui a eu son fils par Immaculée Conception, qui est né le 25 décembre. Donc c'est une histoire que les Européens ont découvert en Afrique. D'accord. S'il n'était pas venu en Afrique, cette histoire de Jésus n'aurait jamais existé parce qu'il ne la connaissait pas. Mais il y a un problème de fond, c'est que nous ne nous respectons pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il faut commencer par là. Je prends un autre exemple. Ah, on n'aura pas le temps malheureusement. Non, mais très rapidement, monsieur Motunde. Il y a 7 jours dans la semaine, on peut réserver 2 jours à nos habits traditionnels. D'accord? C'est-à-dire à nos couturières qui vont nous faire des vêtements dans nos tissus, dans nos couleurs, au moins 2 jours. Tous les peuples le font. Nous, on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 habillés à l'occidental aussi. Donc tout ça, ça fait que ça participe dans le regard de l'autre, voyez, à une réalité qui est celle que, à partir du moment où on ne se respecte pas soi-même, comment voulez-vous être respecté? Parce que c'est l'image que vous renvoyez de vous qui crée aussi la nature de la relation avec l'autre. C'est ça le machin. Exactement. C'est ça la réalité. Vous ouvrez votre réfrigérateur, tout ce que vous avez en Europe, tout ce qu'il y a aux États-Unis est dans votre réfrigérateur. Ce qu'il y a chez vous n'est pas dans votre réfrigérateur. À partir de là, comment vous voulez... Le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose. C'est un feedback. Le peuple qui est respecté, c'est celui qui se respecte. Quand il prie son Dieu, c'est son Dieu. Vous avez des Noirs à Paris qui ont un Dieu à tête d'éléphant, personne ne les a jamais allumés. Et pourtant, ils mettent leur Dieu à tête d'éléphant sur le trottoir, ils ont leur restaurant, tout est écrit dans leur langue dans leur restaurant. Et quand leur enfant naît, ils donnent à leur enfant un nom qui vient de chez eux, pas un nom qui sort du calendrier gréco-romain. Il faut comprendre la chose. Ces réalités-là. Mais bien sûr, mais c'est la base. Comment ça change? C'est la base, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Omotunde. Je voulais juste, si je peux, une fraction de seconde. Oui. Beaucoup d'Africains retournent en Afrique pour investir, pour travailler, monter des projets dans différents domaines. On ne les montre pas à la télévision. Exact. Si vous voulez les voir, il faut regarder la télévision canadienne, la télévision belge, mais pas en France. D'accord. Donc ça existe beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer, d'accord. Mais malheureusement, en vertu de la nature de la relation de la France avec l'Afrique, ces choses-là ne sont pas mises en avant médiatiquement parlant. En tout cas, le but du jeudi anthropologie, c'est ça. C'est quand même d'en parler. Vous faites le job et on vous en remercie. Totalement. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce cours et on parlera aussi un petit peu d'actualité. Et on a trouvé aussi un professeur d'histoire. Il va accompagner le professeur Omotunde. Ah oui, moi au contraire, ça fait toujours plaisir. Un jeune qui s'intéresse à l'égyptologie. Totalement. Et il a fait une thèse sur les cadeaux de l'Afrique à l'Europe. Excellent. À l'époque égyptienne. Excellent. Je pense qu'on va s'amuser la semaine prochaine. Totalement. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Omotunde. C'était encore un plaisir. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute de Canal 10 Télévision. Juste après la pub, vous retrouvez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée sur Canal 10. Bisous, bisous.